Donc maintenant, on va faire une masterclass avec l'IDRIS. L'IDRIS, c'est l'Institut du développement et des ressources en informatique scientifique. Ils vont vous parler du centre de calcul de l'IDRIS et notamment du supercalculateur Jean Zé, qui a une partie dédiée à l'IA. Ce qui peut notamment vous intéresser, c'est qu'ils vont aussi vous expliquer comment avoir accès gratuitement au supercalculateur pour vos projets IA. Et très intéressant aussi, pour cela, vous pouvez bénéficier du support de l'équipe d'ingénieurs qui est là pour ça. Donc, il y a 13 ingénieurs dédiés qui sont là pour vous soutenir dans vos projets IA. Donc, j'appelle donc Isabelle Dupeyi et Maxime Song. Isabelle qui est experte HPC, High Performance Cross Computing, et Maxime Song qui est expert IA. Oui, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être là avec vous et surtout très heureux de pouvoir vous présenter l'IDRIS ainsi que la machine de calcul, le supercalculateur Jean Zé, que vous ne connaissez peut-être pas, mais sur lequel vous êtes en train de passer vos calculs dans le cadre de ce hackathon. Alors, on peut peut-être faire une rapide présentation. Je vais peut-être laisser la parole à mon collègue pour se présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Maxime Song de l'équipe support utilisateur spécialisée en IA. J'ai rejoint l'IDRIS début février en tant que jeune diplômé. Avant ça, j'avais fait des études en maths appliquées et en IA. Du coup, moi je suis très content d'avoir rejoint l'IDRIS et de pouvoir être là pour faire la présentation. Voilà, donc moi je m'appelle donc Isabelle Dupeyi, donc j'ai un doctorat en physique et je ne suis malheureusement plus jeune diplômée, hein, vous vous en doutez, donc je travaille depuis quelques temps déjà à l'IDRIS dans le cadre donc du support utilisateur, plutôt côté HPC, c'est-à-dire c'est le High Performance Computing, c'est du calcul massivement parallèle, plutôt pour des codes de météo, de dynamique des fluides, de physique, etc. Et donc je participe au support utilisateur et également à des cours donc de débugage parallèle, de workshops également qu'on organise sur la machine, et puis également dans le cadre de projets européens sur aider des petites et moyennes entreprises à porter leurs applications sur le calcul parallèle. Voilà. Alors, nous allons débuter donc notre présentation. Donc ici, nous allons vous parler à la fois de l'IDRIS, de la machine de calcul, et puis également comment accéder pour vous à cette machine de calcul. Alors, au niveau de l'IDRIS, ah oui, c'est à moi de passer les slides, excusez-moi. Hop, voilà. Donc, nous avons introduit les présentateurs, donc moi et Maxime. Alors maintenant, qu'est-ce que l'IDRIS? L'IDRIS, c'est un centre, donc Institut de développement en ressources en informatique scientifique. C'est le centre national de calcul du CNRS. Et ce laboratoire héberge une des machines actuellement les plus puissantes au niveau de la France, le calculateur Jean Zé, donc la machine sur laquelle vous soumettez actuellement vos travaux dans le cadre de ce hackathon. Au niveau de l'IDRIS, nous sommes impliqués à la fois dans le développement et dans l'optimisation de code scientifique. Et quel est l'intérêt finalement pour un utilisateur de venir calculer à l'IDRIS? Eh bien, je dirais que l'intérêt, il est double. Le premier, c'est à la fois, c'est d'avoir des ressources matérielles, donc une super machine, on va dire, qui va vous permettre de lancer des travaux, que ce soit côté high computing, high performance computing, ou côté intelligence artificielle, qui vous intéresse peut-être plus ici pour ce hackathon. Et c'est aussi la possibilité de bénéficier de moyens humains, c'est-à-dire d'un support utilisateur qui est dédié, qui comporte 24 ingénieurs qui sont partagés en deux équipes, une côté HPC et une autre côté IA. Donc le but, c'est pour nous de vous permettre d'accéder à une machine puissante et de pouvoir porter rapidement et je dirais avec un effort minimal, vos applications dans le domaine du HPC ou dans le domaine de l'IA. Alors, le plan de cette présentation, on va en fait partir sur 4 points importants. Le premier, on va vous parler de ce fameux supercalculateur, donc vous attendez tous de savoir un petit peu à quoi il ressemble, et la recherche en intelligence artificielle en France. Dans un deuxième point, on vous parlera plus particulièrement de la machine en termes de hardware, en termes d'infrastructure et en termes également donc de support utilisateur, c'est ça qui nous intéresse également.
Troisième point, c'est, je dirais, Idriss, service à la carte. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter quand vous venez calculer chez nous? Donc ça sera Maxime qui vous parlera de tout ça. Dernier point, Jean Zé. Qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche en IA sur Jean Zé? Donc vous verrez, on va vous montrer un petit peu des exemples et essayer de vous montrer tout ce qu'on peut faire pour vous en IA, tout ce qui va vous permettre de passer à l'échelle finalement, parce que ça va être ça le but du supercalculateur, c'est le passage à l'échelle. Dans un dernier point, on essaiera de résumer un petit peu tous les points importants qu'on aura vus, et puis on vous mettra une petite pointe de pub, hein. On vous mettra des liens utiles pour vous permettre de regarder un petit peu ce que l'on fait à l'IDRIS et puis en termes de documentation. Alors pour commencer, le supercalculateur et la recherche en IA en France. Quand on parle de supercalculateur, en fait, il y a deux mots qui se dégagent. Il y a le mot super et il y a le mot calculateur. Alors on se dit ça doit être quelque chose de costaud. Effectivement, on a essayé d'ici de vous présenter un petit peu un petit match. Hein, on est dans le hackathon, on est dans le challenge PC versus Jean Zé. Alors, on peut regarder, vous voyez, on va tout de suite voir qu'on change d'échelle. On change d'échelle à la fois en termes de hardware et en termes d'infrastructure. Alors, si on s'intéresse, par exemple, à la mémoire, on a un PC à 32 Go. Vous voyez que sur Jean Zé, on passe au terabyte. Si on regarde en termes de disque, ici, on a considéré que notre PC avait 1 terabyte, on passe en pétabyte. Au niveau des CPU, on passe de 4 CPU à 90 000 pratiquement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi les GPU. Vous voyez qu'ici, on a un x 3000, on passe de 1 GPU à 3000 à peu près. Donc déjà, vous voyez, on a un changement d'échelle. Alors ce changement d'échelle, il a lieu aussi sur ce qu'on appelle l'infrastructure. Si vous voyez un petit peu la facture électrique, vous voyez qu'on est à 200 Wh pour un PC, et vous voyez qu'on atteint du gigawattheure pour un supercalculateur. Il faut voir qu'un supercalculateur, on peut voir ça comme un gouffre énergétique, hein. Il est également, sont également des machines qui sont extrêmement chères, puisque vous voyez qu'un PC, on va dire, on est dans les milliers d'euros. Pour une machine comme Jean Zé, on atteint les 25 millions d'euros. Donc, vous vous rendez compte qu'un particulier et même un gros laboratoire de recherche, une grosse entité, ne vont pas pouvoir acquérir ce type de machine. Et on va vous expliquer justement comment, quel organisme GENSI qui est ici présent aujourd'hui va permettre justement d'acquérir ce type de machine et l'offrir à la communauté académique et industrielle. On s'est amusé, là, vous voyez, à faire un petit rapport en termes de puissance de calcul. Je trouve que c'est toujours assez intéressant de voir un petit peu les comparaisons. Alors, on s'est inspiré d'un article de Sciences et Avenir qui est paru lorsque la machine Jean Zé est arrivée à l'IDRIS. Et on compare, donc vous voyez ici, on considère qu'on a 40 cœurs, hein, sur notre PC. Donc c'est déjà un PC assez costaud, avec une fréquence de 2,5 GHz. On suppose qu'on fait 4 flops par cycle en termes d'opération, et on arrive à peu près à 400 gigaflops. Et vous voyez que côté Jean Zé, on est dans les 31 pétaflops. Donc en gros, Jean Zé, c'est l'équivalent de 90 000 PC, mais déjà des PC conséquents. Donc ce passage à l'échelle, il va être intéressant pour vous parce qu'il va vous permettre de faire des choses que vous ne pouviez pas faire jusqu'à présent. Alors, ça, c'est très intéressant, notamment pour l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ce domaine scientifique est un domaine qui est extrêmement... Au secours. Merci, j'avais perdu mes transparents. Ce domaine est extrêmement intéressant, enfin, augmente, je dirais, de façon très importante en termes de données à traiter et donc de puissance informatique. Alors, on s'est amusé sur ce dessin à regarder un petit peu dans la catégorie, concernant les entraînements de modèles de langage, on compare deux types de modèles. Le premier, qui s'appelle BERT Large, qui a été donc réalisé en 2018, et le deuxième, GP3, qui a été réalisé en 2020. 2 années, en fait, séparent ces calculs. Vous voyez qu'en 2 années, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez la taille du modèle, on est passé de 340 millions à 175 milliards. Donc, vous voyez, on a multiplié, en fait, par, en gros, 500. Si on regarde au niveau des données, c'est-à-dire des datasets, on voit que sur le BERT langage, on était à peu près à 3 milliards. Et on est passé pour le GPT-3, on est passé à peu près à 500 milliards. Donc, en fait, on a multiplié la taille par 500, on a multiplié les datasets par 150, mais il n'y a pas que ça qui a été augmenté, il y a aussi le calcul. Si vous regardez le calcul, sur, par exemple, le modèle BERT Large, on passait à peu près en 4 jours,
en utilisant des TPU. Alors, c'est des Tensor Processing Units, c'est des accélérateurs de Google. Hein. Donc, 4 jours. 2 ans après, pour un modèle encore plus puissant, il nous faut 1 mois et il nous faut 1024 GPU à 100. Donc, dernière génération. Donc, vous voyez tout de suite que le supercalculateur qu'on vous présente ici, et on n'est pas les seuls à avoir un supercalculateur en France, hein, je vais vous présenter les centres nationaux, mais les supercalculateurs vont vous aider en IA notamment à réaliser des projets qui jusque-là étaient complètement inaccessibles, à la fois en termes de taille de vos données, de taille de ce que vous aviez à traiter, et du nombre, et finalement, ce qu'on va vous offrir, c'est du GPU qui va vous permettre de calculer de façon extrêmement plus conséquente. Alors, au niveau, je vous ai dit, vous avez vu tout de suite qu'un supercalculateur, en termes de prix, en termes même de facture électrique, hein, on est aux millions d'euros pour la facture annuelle, un laboratoire de recherche, même un gros laboratoire de recherche, ne peut pas acheter ce type de machine. C'est pour cette raison que une société, donc GENSI a été créée. Alors GENSI, c'est le grand équipement national de calcul scientifique. Ça a été créé en 2007. Et parmi les missions de GENSI, une de ces missions est justement l'achat de ces supercalculateurs. Mais bien entendu, acheter un supercalculateur et que personne ne vienne dessus, ça n'a aucun intérêt. D'où le fait de promouvoir effectivement tout ce qui est high performance computing, c'est-à-dire tout ce qui est calcul massivement parallèle et tout ce qui est également intelligence artificielle pour tout ce qui est domaine académique, donc tout ce qui est laboratoire, etc. et également dans le domaine industriel. Donc ça, c'est des missions de GENSI. Ces missions participent également à ce qu'on appelle l'écosystème européen, c'est-à-dire également avoir des machines qui soient compétitrices par rapport à d'autres centres de calcul européens. Et puis, la mission, je dirais, la plus importante également, c'est de pouvoir permettre à des laboratoires, à des industriels d'accéder à ces ressources, donc via une plateforme qui est un portail web qui s'appelle IDARI, et dont je vous parlerai tout à l'heure, qui va vous permettre d'accéder et de demander des heures sur ces machines de calcul. Et ce qui est important ici, c'est que ces heures de calcul, elles sont gratuites. Donc ça, c'est important pour les laboratoires, pour tout ce qui est académie, enfin recherche académique et industrielle. On va dire, ces ressources sont gratuites. Alors, les centres nationaux, en fait, ils sont au nombre de 3, excusez-moi. Vous en avez 2 qui sont répartis en région parisienne. Donc, l'IDRIS, qui est le centre national du CNRS, qui lui se trouve sur le plateau de Saclay, près d'Orsay. L'autre centre de calcul, qui est celui du CEA, donc qui lui est près de Bruyères-le-Châtel, mais qui est aussi dans la région parisienne. Et le dernier, qui est celui du CINES, donc lui qui concerne donc tout ce qui est universitaire et qui vient d'acquérir, donc qui est basé à Montpellier, qui vient d'acquérir une des machines les plus puissantes puisque on atteindra 74 pétaflops en termes de puissance. Donc ça, ce sont les centres nationaux et on va vous parler plus précisément de l'IDRIS. Donc l'IDRIS, donc vous avez une des machines actuellement les plus puissantes en France, donc qui est la machine Janzé. Alors c'est pas seulement une machine. Hein. Avec cette machine, il y a d'autres choses qui arrivent. À la fois du système de stockage, du système d'archivage, de la visualisation et surtout un support aux utilisateurs. Donc on est 24 ingénieurs dont le rôle est de vous aider chaque jour à apporter vos applications, quelles qu'elles soient. En gros, ce service, on a à peu près 12 personnes côté IA. Et puis 12 personnes plutôt côté HPC, donc plutôt des physiciens, des matheux ou des chimistes. Voilà. Ce qui est bien aussi, donc, c'est de savoir, donc, on vous fournit du support, on vous fournit du conseil, de l'expertise dans les domaines effectivement HPC ou IA. C'est intéressant de voir un petit peu combien y a-t-il de projets finalement sur cette machine, combien y a-t-il d'utilisateurs. On a à peu près 1400 projets scientifiques. Vous voyez que ces projets, ils sont répartis suivant 11 thématiques scientifiques qui vont de la physique, des mathématiques, de la propriété des matériaux à l'intelligence artificielle. Et on a à peu près 70% de projets pour l'intelligence artificielle, 30% pour le domaine du HPC. 2650 utilisateurs, donc pareil, répartis sur 11 comités scientifiques. Et vous voyez que là, on a une répartition qui est 50-50, autant d'utilisateurs IA que d'utilisateurs HPC. Alors, comment on peut expliquer ça par rapport au nombre de projets? Tout simplement parce que les projets HPC sont des projets qui étaient là bien avant l'IA, on va dire, et qui regroupent un très grand nombre d'utilisateurs. Donc en fait, moins de projets, mais avec beaucoup plus d'utilisateurs. Alors maintenant, si on s'intéresse
à la répartition de ces comités, de ces thématiques scientifiques en fonction du nombre d'heures attribuées. Alors, on a essayé de représenter ici sur 2 camemberts la répartition des heures par rapport à une allocation qui est dite allocation A11. Donc, si vous voyez sur le dessin, donc A11, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une allocation qui va de novembre 2020 de novembre 2021 à novembre 2022. Donc, elle est valable 1 an. Sur la gauche, vous avez la répartition en heures CPU et sur la droite, vous avez la répartition en nombre d'heures GPU. Alors, les CT, en fait, correspondent au domaine scientifique. Alors, le domaine scientifique qui recouvre tout ce qui est IA, c'est le CT10. Donc, vous voyez que le CT10, en fait, n'a pas demandé d'heures CPU, mais par contre, a demandé 28% en heures GPU. D'autres disciplines scientifiques sont présentes. Vous avez, par exemple, le CT9. Le CT9, c'est tout ce qui est physique, physique-chimie, propriété des matériaux. Donc, vous voyez que ce domaine scientifique, lui, il demande à la fois des heures CPU, des heures GPU, tout simplement parce que les codes qu'ils utilisent tournent à la fois sur CPU et sur GPU. Voilà, donc ça, c'est la partition de nos heures en fonction des différentes comités, des différents domaines scientifiques. Alors maintenant, eh bien, on va passer à la machine Jean Zé. Alors, Jean Zé, donc le nom de Jean Zé vient de Jean Zé, qui a été ministre de l'Éducation nationale durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été un des précurseurs au niveau de la création du CNRS. Donc la machine Jean Zé est un des premiers Tier 1, donc un des premiers supercalculateurs convergés à la fois pour l'utilisation en IA et dans le domaine du High Performance Computing, donc du HPC. À savoir que cette machine fait partie d'un plan qui s'appelle AI for Humanity, qui a été lancé par le président Emmanuel Macron en mars 2018 pour faire de la France en fait un leader de l'intelligence artificielle. Et il faut savoir que de ce fait, une partition, donc une partie de Jean Zé, est réservée à l'intelligence artificielle. On a été donc dans le top 46 du top 500. Donc le top 500, c'est le classement. On est à Roland-Garros actuellement, donc vous pouvez penser que c'est un petit peu comme Roland-Garros, mais au niveau des machines, donc le classement des meilleures machines. Donc top 46 en novembre 2019. Sur le dessin, donc vous voyez, on a essayé de mettre les chiffres clés de cette machine. Alors, on retrouve la puissance de calcul, 36 pétaflops, 3152 GPU, 89 000 cœurs. Et ce qui est intéressant, c'est que on a à la fois de la puissance en termes de calcul, on a beaucoup de cœurs, on a beaucoup de GPU, mais finalement tout ça, ça n'est rien si on n'a pas aussi un réseau d'interconnexion, c'est-à-dire un réseau puissant entre chacun des nœuds. C'est ce qu'on vous a indiqué ici, donc le 12,5 gigaoctets par seconde, c'est le réseau de communication entre chacune des machines, on va dire entre chacun des nœuds. Et on a besoin aussi, on a besoin de réseau, certes, on a besoin de cœurs, de GPU, mais on a besoin aussi d'accéder rapidement à ces données. Donc on a besoin d'avoir des accès disques qui soient performants. Vous voyez qu'ici, on a 2 types d'accès disques. Les plus rapides sont à 450 gigaoctets par seconde. On a 2,2 pétaoctets. Et d'autres types de disques qui, eux, sont à 150 gigaoctets, mais pour 35 pétaoctets de capacité. On vous a mis, bon, c'est toujours intéressant de voir le poids, 70 tonnes. La consommation annuelle, la consommation par heure, vous voyez que c'est à 2,4 mégawattheures. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une machine qui est refroidie à l'air chaud. Alors, ça a 2 intérêts. C'est que ça coûte moins cher qu'à l'air froid, que refroidir avec de l'air froid. Et l'autre intérêt, c'est qu'on peut récupérer cette chaleur. Et c'est le cas pour chauffer notamment les bâtiments de l'IDRIS et en gros, certains bâtiments du campus de Paris-Saclay. On peut considérer qu'on peut chauffer annuellement 1000 logements neufs avec la récupération de la chaleur sur Jean Zé. Ça, c'est aussi important d'avoir une machine qui ne soit pas, certes, qui est un gouffre énergétique, mais qui peut également permettre, on peut récupérer la chaleur et pouvoir chauffer un petit peu, l'utiliser autrement. Voilà. Donc ça, c'est les caractéristiques de la machine. Alors, si on fait un petit zoom, maintenant, on va zoomer sur la machine. Donc, en fait, cette machine, on peut la voir en plusieurs morceaux. Le premier morceau, c'est la partition CPU. Donc, vous avez à peu près 1500 cœurs. Ce sont 1500 nœuds, excusez-moi, de 40 cœurs. Donc, ça, c'est la partition uniquement CPU. Maintenant, la partition GPU, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en 4 parties. Vous avez 4 configurations différentes. La première configuration, où vous avez des nœuds qui sont 4 GPU, mais qui ont soit 16 ou soit 32 gigas de mémoire.
Une autre partition, je vous ai dit, qui est spécialement réservée à l'IA, qui, elle, est à 8 GPU avec un petit peu plus de mémoire. Et la dernière partition, qui est une partition sur laquelle vous allez bénéficier de nœuds A100, qui devrait ouvrir dans les prochaines semaines et qui, là, vous offre jusqu'à 80 gigaoctets de mémoire. Donc, 4 types de partitions différents pour faire vos calculs en IA. Alors, si on regarde un petit peu comment est organisée la machine, vous voyez qu'on a fait un petit zoom, on a pris 2 CPU, donc 2 nœuds reliés entre eux, donc par ce fameux réseau à 12 gigaoctets par seconde, ce réseau Omnipass. Et chaque CPU est relié au GPU par un autre réseau, un réseau PCI Express. Et ici, donc, si on a 4 GPU, vous voyez que chacun de ces GPU est relié aussi, sont reliés également entre eux par un réseau NVLink à 50 gigaoctets. Tout ça, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'avoir une latence faible, c'est-à-dire un retour sur votre calcul extrêmement rapide. Voilà. Donc, machine avec beaucoup de GPU, beaucoup de CPU, mais aussi un réseau extrêmement puissant qui va vous permettre de faire tourner vos applications plus rapidement. Alors, côté maintenant administratif, parce que finalement, comment obtenir des heures sur cette machine? Alors, c'est très simple, ça se passe sur www.idari.fr. Donc, sur ce portail, vous allez pouvoir demander des heures gratuitement, je précise. Ce ne sont pas des heures qui sont payantes. Alors, vous allez devoir effectivement remplir quelques, je dirais, champs administratifs, mais vous allez voir que finalement, ça va être extrêmement rapide et ça va être extrêmement rapide également de récupérer des heures pour pouvoir accomplir vos projets, enfin votre recherche. Ce que l'on appelle l'accès dynamique, donc ça c'est un accès, je dirais que c'est l'autoroute express qui va vous permettre d'avoir des heures. On peut compter 2 semaines pour ouvrir un projet, 48 heures pour ouvrir un compte, sachant que ces 2 actions peuvent être menées en parallèle. La particularité chez nous, pour des raisons de sécurité, un utilisateur égale un login. Donc, on n'a pas 10 utilisateurs qui partagent le même login, c'est un utilisateur, un login. Bon, voilà. Ces accès dynamiques, chose importante, ils sont valables, c'est une allocation d'heures qui est valable pour 1 an, qui va vous permettre d'avoir au maximum 500 000 heures CPU ou 50 000 heures GPU, ou les deux. Donc déjà, avec ce type d'allocation, vous voyez, vous allez avoir une demande rapide par le portail Idari et vous allez pouvoir calculer finalement assez rapidement. Ça, c'est pas mal pour commencer son projet, pour démarrer, pour voir un petit peu comment ça se passe sur le supercalculateur, se familiariser avec. Alors, au niveau de la demande des heures, du côté administratif, en fait, on vous a ici repris une figure qu'on a d'ailleurs honteusement copiée sur le site de Gensi, qui vous permet de voir un petit peu comment finalement se passe l'allocation d'heures. Donc nous, la voie express, c'est la voie de gauche. La voie de gauche, donc je demande un accès dynamique. J'ai quelques finalement informations à remplir, administratives, scientifiques, etc., techniques aussi. Et on passe directement à l'étape suivante, où c'est vous qui allez devoir signer ces documents, vous et votre directeur de recherche ou de start-up, voilà. Et ensuite, c'est directement transmis au directeur de l'IDRIS, qui expertise à peu près chaque semaine ces accès dynamiques. Donc, au bout de 2 semaines, on peut considérer que les heures que vous avez demandées vous seront attribuées. Alors, cet accès dynamique, il est renouvelable. L'intérêt, une fois que vous avez finalement, vous êtes bien familiarisé à ce type à la machine, c'est de demander ce qu'on appelle des heures de façon régulière, donc un accès régulier, qui là va vous permettre de demander des millions d'heures, des dizaines de millions d'heures. Et la seule chose, c'est que ça va être des demandes qui sont faites tous les 6 mois. Donc l'accès dynamique, c'est tout le temps. L'accès régulier, c'est tous les 6 mois à date précise. Et vous avez en plus une expertise par un comité scientifique qui est dédié à votre discipline scientifique. Voilà. Donc, j'en ai fini pour la partie présentation de la machine et accès pour les demandeurs. Je vais passer la parole à mon collègue Maxime. Alors, oui. Alors, donc, Isabelle a très bien présenté l'IDRIS et le supercalculateur Janzé. Moi, je vais plutôt parler donc du super utilisateur de l'IDRIS qui vient en complément de la machine. Du coup, donc, le super utilisateur d'IDRIS, son objectif, ça va être de rendre l'utilisation de Janzé simple, de pouvoir suivre les utilisateurs et accompagner donc dans leur projet. Aujourd'hui, l'équipe support utilisateur est composée de 25 ingénieurs, donc c'est réparti en 2 pôles, donc HPC et IA. Donc le support utilisateur peut être contacté donc soit par téléphone, soit par email, du lundi au vendredi entre 9h et 18h.
Alors du coup, en fait, dans le quotidien du support utilisateur, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs tâches. La première, ça va être de gérer la stack logicielle de la machine, notamment de faire l'installation et la mise à jour des logiciels. Ensuite, ça va être de porter assistance à l'utilisation des outils liés au supercalculateur. Une troisième partie, ça va être de gagner, d'offrir de l'expertise dans les sujets en IA et en HPC. Notamment, ça va être, par exemple, de faire de la veille technologique et de faire de la documentation sur notre site officiel, donc idris.fr. Si jamais donc cette documentation n'est pas suffisante, on propose à nos utilisateurs de proposer donc des formations sur des problématiques de mise à l'échelle. Et en plus de ces formations qui durent plusieurs journées, si c'est toujours pas suffisant, on peut proposer donc ce qu'on appelle des hackathons. Notamment, la semaine dernière, on avait proposé un hackathon avec NVIDIA, dans lequel il y avait des équipes, de chercheurs qui sont venus, qui ont proposé, qui sont venus avec leur code, qui ont proposé, qui ont demandé de l'aide. Et nous, on avait mis à disposition plusieurs ingénieurs sur plusieurs jours pour aider spécifiquement à accélérer leur code. Donc, voilà. Ensuite, donc si jamais ces quelques jours ne suffisent pas, ce qu'on propose aussi à l'IDRIS, c'est en fait le support avancé qui en fait sur un projet de 1 ou 2 mois, on va allouer donc un ingénieur du support utilisateur qui va vous aider à améliorer votre code directement donc pendant cette période-là en touchant votre code directement. Voilà. Du coup, je vais vous parler des formations parce qu'en fait, la formation, c'est une très grosse activité du support utilisateur. Notamment, on a pas mal de formations côté HPC, mais aussi côté IA. L'idée, c'est qu'en fait, l'IDRIS a plus de 30 ans d'existence. Et il y a 30 ans, on faisait déjà du HPC. Et du coup, ces formations qu'on propose en HPC, c'est la condensation de 30 ans d'expertise, de savoir-faire en HPC. Donc, pour les formations en HPC, on a des formations donc OpenMP, MPI, de l'introduction à OpenACC, etc. Mais aussi côté IA, on a aussi, par exemple, l'atelier pratique, l'introduction pratique au deep learning. On a également l'optimisation du deep learning sur Jean Z, comme formation côté IA. Ensuite, donc, voilà, désolé. Oui, donc, au niveau formation, on a aussi des workshops qui ressemblent pas mal au hackathon. Durant quelques jours, en fait, on va accompagner un utilisateur sur son projet. Sinon, je vais aussi vous parler de la formation FIDLE, qui est aussi une très grosse réussite de l'IDRIS. Donc, ça a été une formation organisée avec le CNRS, où on a eu plus de 400 participants par séance pour FIDLE. Et si jamais, et aussi en plus de ces formations à l'échelle de la France, on propose aussi des formations à l'échelle de l'Europe où il y a des chercheurs européens qui viennent à l'IDRIS pour suivre nos formations. Du coup, côté des chiffres sur ces formations, ce qui est intéressant à voir, c'est que sur l'année 2021, on a formé plus de 220 stagiaires, avec en moyenne 16 stagiaires par séance de formation. Sachant que toute l'équipe support utilisateur a participé à ces formations, notamment à la mise en place des formations et à donner ces formations. Le truc, c'est que ce qui est intéressant à voir, c'est aussi que sur les 16 stagiaires par séance, on propose en moyenne 2 à 4 formateurs, ce qui fait un ratio de 1 à 8 jusqu'à 1 à 4. Donc nos stagiaires sont très bien suivis pour ces formations. Ensuite, je vais enchaîner pour faire un peu de publicité pour FIDLE, qui est donc la très grosse formation qu'on a réussi à faire pour la saison 2021-2022, dans laquelle en fait cette formation, ça va être une formation d'introduction au deep learning, répartie en 15 séances. Sur ces 15 séances, on va beaucoup parler de tous les domaines, de tous les gros champs de recherche dans le deep learning. On va commencer par parler des perceptrons multicouches. On va enchaîner ensuite par les réseaux convolutifs ainsi que les réseaux récurrents. On va parler aussi des transformers, des modèles génératifs, et finalement on va finir par des modèles par apprentissage par renforcement. Donc ça a été une formation qui a été co-organisée par le CNRS, avec 8 formateurs au total et 4 formateurs qui venaient de l'IDRIS. Et ce qui est intéressant aussi pour cette formation, c'est que c'est une formation complètement gratuite qui est disponible en ligne sur YouTube. Donc, je vous ai mis un lien en description. Donc, quelques chiffres sur cette formation FIDLE.
Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, en moyenne, par séance, on a eu 400 participants. Sur ces 400 participants, plus de 60% de ces participants sont des étudiants en thèse, et 20% de ces participants sont des chercheurs ou des enseignants-chercheurs. Donc au total, on a eu une très forte mobilisation du monde académique de la recherche en IA. Et du coup, ça a été une très grosse réussite, et on espère pouvoir reconduire donc cette formation l'année prochaine. Voilà. Donc je vais vous parler donc du support utilisateur, du support avancé, pour vous montrer à quel point en fait c'est facile d'accéder à ce support avancé. L'idée donc c'est de pouvoir proposer à des utilisateurs, à un ingénieur qui pourra vous aider sur plusieurs mois à accélérer votre code, améliorer votre code et à améliorer, donc accélérer la recherche. Donc moi je vais parler de mon exemple dans le cas où j'ai fait récemment j'ai travaillé avec un étudiant en thèse qui fait de la chimie, et son projet ça va être de faire de la prédiction d'affinité entre une protéine et une molécule. L'idée c'est que s'il arrive à faire la prédiction de cette affinité, on pourra plus facilement identifier les molécules candidats qui pourront être utilisées pour faire un médicament. Et au début de ce support avancé, on a discuté avec cet étudiant en thèse, et on lui a demandé quels étaient les objectifs techniques pour ce support avancé. Et on a donc établi 3 objectifs. La première, ça va être le portage de son code Pafnusi, qui était écrit en TensorFlow 1.2 sur le portage donc vers PyTorch 1.10. Le deuxième objectif, ça va être d'adapter son code pour pouvoir l'utiliser pleinement sur Janzé. Et le troisième objectif, ça va être de réécrire une toute nouvelle architecture pour traiter des données temporelles, parce que jusqu'à maintenant les données qu'il traitait c'était des images en 3D, et là il veut traiter des vidéos d'images en 3D. Donc c'est un support avancé qui a commencé il y a plus d'1 mois, et du coup pour ce qui est de l'avancement du projet, on a déjà fini donc les 2 premiers points, et on va bientôt s'attaquer au 3e point. Donc ça a très bien marché. Du coup, ce qu'il faut retenir de ce support avancé, c'est que généralement c'est très facile d'accéder à ce support avancé tant qu'on peut établir donc les objectifs techniques au début, et que derrière le support utilisateur a les compétences nécessaires pour aider dans le projet. Alors donc là je vais passer plutôt je vais vous parler vraiment de ce qu'on peut faire en IA sur Janzé. Donc pour comprendre à quel point c'est facile d'utiliser Janzé, on va commencer par avoir un code donc en Python qui marche sur vos machines en local, et on se pose la question de savoir comment on peut faire pour utiliser ce code en Python, comment on peut faire tourner ce code en Python sur Janzé. L'idée de Janzé, c'est qu'une fois qu'on est connecté sur Janzé, on a une interface. Sur cette interface, ce qu'on peut faire, c'est déposer le script et vos données. Et une fois que vous avez déposé votre script et vos données, il y a une dernière étape, ça va être de pouvoir demander les ressources de calcul, parce que Janzé, c'est un supercalculateur qui est partagé avec tous les utilisateurs. On ne peut pas utiliser toutes les ressources de calcul en une fois, il faut demander certaines ressources de calcul. Pour faire ces demandes de ressources de calcul, on va devoir écrire donc un fichier de configuration qui va demander explicitement quel type de ressources on a besoin. Donc, pour vous donner un exemple, sur la partie du haut, on a donc la connexion donc en SSH vers l'interface de Janzé. Donc, il suffit juste de faire un SSH avec son compte @janzé.fr. Une fois qu'on est donc sur cette interface, on peut déposer le code et les données. Et donc la deuxième étape, ça va être de définir le fichier de configuration qui va demander les ressources. Donc par exemple, là, je vous ai donné un exemple de fichier de configuration. Donc on peut pas très bien voir, mais grosso modo, ce qu'il a sur ce fichier de configuration en exemple, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va demander une machine avec 8 GPU, et c'est sur ces 8 GPU, on va vouloir exécuter 8 fois en simultané 8 programmes. Donc. Et rien qu'avec ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà porté le code sur Janzé et il tourne. Et ce qu'on peut faire en parallèle, c'est de faire ce qu'on appelle de la parallélisation de tâches. Et cette parallélisation de tâches, elle est intéressante lorsqu'on fait de l'IA, parce qu'on pourra faire de la recherche d'hyperparamètres sans problème. Au lieu de, par exemple, de faire séquentiellement la recherche d'hyperparamètres, c'est-à-dire de faire tourner l'IA, de tester un premier jeu de données, ensuite, une fois qu'on a récupéré nos résultats, de tester un deuxième jeu de données. Ici, on fait en même temps plusieurs expériences, et ça permet d'accélérer déjà considérablement la recherche. Une deuxième manière d'accélérer la recherche, c'est de faire du data parallélisme. En grosso modo, le data parallélisme en deep learning,
ça va être par exemple en séquentiel de pouvoir, lorsqu'on fait un code en séquentiel, on tourne sur un seul GPU. Sur un seul GPU, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre par exemple 256 exemples, on va le donner au réseau de neurones, qui va nous donner une sortie. Cette sortie va nous permettre de calculer donc une fonction de perte. Cette perte va être utilisée ensuite pour calculer le gradient. Et une fois qu'on a le gradient, il suffit juste de faire une mise à jour des poids pour entraîner notre modèle. Lorsqu'on va faire du multi-GPU, du coup, ce qu'on va faire sur Janzé, on va dire par exemple qu'on va utiliser 2 GPU. Et là, par rapport à la situation d'en haut, on va récupérer ces 256 exemples, les séparer en deux, donc chacun de 128 exemples, les faire passer à chaque GPU. Du coup, chaque modèle de chaque GPU auront vu que la moitié des données. Et le truc, c'est que donc avec la moitié des données, on ne peut que calculer que la moitié, on peut calculer qu'une perte partielle et calculer un gradient partiel. Sauf qu'il y a une relation entre les gradients partiels qu'on a calculés et le gradient global qu'on a calculé plus haut, avec les 256 exemples. Et du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est de recombiner ces gradients et pour pouvoir avoir le gradient global. Et une fois qu'on a ce gradient global, on peut faire la mise à jour des modèles sur les 2 GPU. Donc, ce qu'on gagne en fait de passer de 1 GPU à 2 GPU, c'est qu'au départ, avec un GPU, on a un temps de calcul qu'on va appeler grand T. Et lorsqu'on passe à 2 GPU, on a un temps de calcul qui est égal à T sur 2. Donc, on a gagné en temps ici, mais on perd aussi un peu en temps parce qu'il y a les communications entre les GPU, notamment parce que, comme je le disais, chaque GPU a calculé partiellement le gradient. Et ils ont besoin de partager leur gradient pour pouvoir calculer le gradient global. Donc ça, c'est une deuxième manière de faire pour accélérer le code de recherche en deep learning. Du coup, dans la partie implémentation justement de ce data parallélisme, on a pas mal d'outils qui sont déjà installés sur la machine. Notamment, donc il y a des outils natifs sur TensorFlow et sur PyTorch, mais on peut aussi utiliser Horobot qui marche à la fois sur TensorFlow et sur PyTorch. On a aussi des outils spécialisés comme Megatron LM qui permet spécifiquement d'entraîner des très gros modèles de transformers. On vous a parlé tout à l'heure de BERT large ou de GPT-3. Du coup, typiquement, en fait, ces modèles-là ne peuvent être entraînés qu'en utilisant des outils spécialisés comme Megatron LM. Et aussi, un dernier point, c'est qu'on propose aussi d'utiliser DeepSpeed, qui est une bibliothèque aussi qui permet d'accélérer considérablement le code, notamment en prenant en compte les ressources en mémoire et les ressources de calcul de la machine. Du coup, en conclusion, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'IDRIS propose une solution qui a été adoptée par la communauté de recherche en IA et en HPC en France, avec plus de 2600 utilisateurs et 1400 projets. L'IDRIS s'assure aussi que tous les projets qui tournent sur nos machines toutes les recherches qui tournent sur nos machines toutes les recherches sont protégées. Et finalement aussi, donc l'IDRIS offre des ressources de calcul, à la fois des ressources de calcul et un support utilisateur dédié aux utilisateurs pour pouvoir accélérer considérablement leur recherche. Et un dernier point, c'est que je suis. Des solutions simplifiées pour accéder oui, donc au final aussi, c'est qu'au niveau administratif, l'IDRIS accéder à nos heures de calcul sont très simples. Voilà, donc merci pour votre écoute. Du coup, on vous a laissé en lien quelques liens utiles si jamais vous êtes plus intéressé pour pour connaître notre solution. Donc, merci. Oui, 2 semaines. Alors, 2 semaines au maximum pour que votre projet reçoive des heures et que vous puissiez avoir un compte et que vous puissiez donc accéder à la machine. On va dire 2 semaines maximum. Allô? Ah oui? Parce que c'est vraiment très, très intéressant ce que vous nous avez présenté et merci beaucoup. Ça peut vraiment intéresser les jeunes pour le hackathon et nos personnels internes. Mais 2 semaines, le hackathon finit le 6 juin. Est-ce qu'on aura le temps d'utiliser vos heures
moins quelques heures. Vous avez pour- vu que les heures sont allouées pour 1 an. Donc, je dirais que là, Oui. vous faites le hackathon sur la machine Jean Zay, mais le but, c'est plutôt le après. C'est-à-dire que si des gens parmi vous ont besoin pour leur projet de recherche, dans le cadre de leur thèse, de leur post-doctorat, s'ils ont besoin d'avoir des heures, vous voyez, l'allocation est sur 1 an. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais on peut espérer d'avoir ceux qui vont demander un accès, de l'avoir avant la fin du hackathon. La fin du... Non. Là, Non, ça, je pense que d'accord, ça ça, sera c'est un pas peu... possible. Non, non, D'accord. là, ça sera peut-être un peu trop juste. Mais il y a D'accord. il y a déjà des heures qui sont allouées puisque vous passez vos calculs actuellement. Mais c'est dans le cadre du hackathon. Voilà. Ah, j'ai pas... Alors, là, dans le cadre du hackathon, Oui. vous tournez sur la machine Jean Zay. Après, ce qu'on vous pour Pareto. Uniquement pour le Pour le challenge hackathon. Pareto. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà, d'accord. Après, si vous avez besoin, dans le cadre de vos activités de recherche, Oui. d'avoir des heures GPU, je pense que c'est ce qui vous intéresse, C'est ça. là, l'accès dynamique est là pour ça. D'accord. Il est valable 1 an. Et Super. voilà. Donc ça, c'est intéressant sur du long terme. D'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je vous Et en on prie. peut mettre des données, du moins c'est sécurisé. Quel est le niveau de confidentialité des données qu'on peut mettre sur Jean Zay? Je vais peut-être laisser Ouais. Jean-Philippe vous s'exprimer à propos de ça. Disons que c'est clairement pas des données de santé. Hein. Voilà, on a la sécurité maximale sur nos centres. Donc là, il y a toutes les sécurités qui vont bien, mais simplement au niveau RGPD, effectivement, on ne peut pas accueillir des données de santé. Donc là, c'est très clair. Sinon, tout le reste, on peut. Il n'y a pas de souci particulier, quoi. Non plus. Non, le centre n'est pas classé, donc non. Ouais. Merci Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou sur YouTube? Non? Eh bien, très bien. Je vous remercie pour votre Merci à vous. intervention. Merci à vous. Merci.